Bonjour à toutes. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo pour Vue.js et en particulier pour voir Pinia, qui est une librairie qui va nous permettre de gérer les variables, de centraliser en quelque sorte l'état des variables. Donc, faudra aller voir la documentation un petit peu là sur pinia.vujs.org. Alors, j'ai recherché un petit schéma pour essayer de vous expliquer comment ça marche. Dans Vue.js, vous avez différents components, des composants, et vous allez pouvoir mettre vos variables en fait dans des stores, ce qu'ils appellent des magasins Pinia ici. Là. Alors il peut y en avoir un ou plusieurs, hein, comme vous voyez ici il y en a un seul. Et les composants vont pouvoir se partager en fait l'état des variables. Et puis ce qui va être bien aussi dans ce schéma, on voit que c'est Vuex, enfin c'est Pinia pardon, qui va être connecté à un serveur pour aller faire des fetch, pour aller poster ou aller chercher des informations qui sont, dans notre cas, qui sont sur Node.js avec Express. Hein. Donc là, on va pouvoir faire des requêtes asynchrones. Et ça va mettre à jour nos variables dans Pinia. Et après, on pourra donc mettre à jour nos composants. Alors ici, il y a Vuex, parce que Vuex, c'est le concurrent en quelque sorte de Pinia. Avant, il n'y avait que Vuex. Et puis, Pinia est sorti il y a quelque temps pour le remplacer. Donc, apparemment, il est un petit peu plus facile d'utilisation. Là, donc, on va utiliser celui-ci. Alors, sur la page d'accueil, ici, vous pourrez aller chercher le Pinia cheat sheet, là, qui est fait par Vue Mastery. Et puis ça vous permettra d'avoir un petit rappel. Donc là je l'ai téléchargé, là on le voit ici. Puis vous pourrez avoir un petit peu comment ça fonctionne sur une seule page. Enfin sur deux pages quoi. Donc ceci étant dit, on va faire une petite démo que vous voyez ici. Donc je la mets à droite et puis ici on va avoir le code. Donc j'ai préparé plusieurs pages. Alors la page qui est affichée actuellement c'est celle-ci. Alors ça c'est ce qu'on faisait avant puis qu'on ne va plus faire. Donc ça typiquement c'est on gère pas les variables centralisées ici. Ici, on a une data. Alors, moi, j'utilise aussi, petite précision, là, j'utilise la façon de faire avec l'option API. Parce que vous avez, comme vous le savez, il y a la composition API et l'option API. Si on va sur la documentation de Vue.js. Toc. Alors, quand on avait fait le cours en intégration 2, on avait regardé, on utilisait l'option API, qui est l'ancienne façon de présenter les pages, le code de Vue. Et si vous voulez utiliser le composition ici, il faut cocher ça dans la documentation pour avoir composition. Donc vous pourrez aller voir un petit peu les différences, mais la composition est plus récente, mais malheureusement je ne l'ai pas encore regardé. Donc moi je suis toujours avec l'ancienne façon de faire. Donc la option API est compatible toujours avec Vue 2 et Vue 3, alors que la composition qui est plus récente est compatible seulement avec Vue 3. Alors on va utiliser Vue 3, mais avec l'option API. Voilà. Alors si vous voyez, la plupart des documentations maintenant sont avec la composition, hein, donc il faudra faire attention quand vous regardez des documentations de voir avec quelle API ça a été fait. Et puis, c'est ça, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Hein. Ça ne me dérange pas. Toc. Voilà. Donc la différence, si vous voyez script setup ici, ça veut dire que ça utilise la composition API. Et le code ici va être différent. C'est ça qui vous permettra de savoir dans les démos, si vous regardez des exemples sur internet, si vous voyez setup, vous vous dire ah, ça c'est composition API, et s'il n'y a pas le setup, c'est option API. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable réactive, donc vous voyez qu'elle est dans data ici, donc elle s'appelle count, elle est à 0, et puis ici j'ai deux petits boutons qui permettent de l'incrémenter. Alors les petits boutons ils sont ici, le moins et le plus, et puis on voit que à chaque fois que je clique sur les boutons, ça appelle les méthodes decrement et increment que nous avons ici. Donc qui prennent la donnée réactive et qui rajoutent, qui incrémentent ou qui décrémentent. Donc on n'oublie pas de mettre le 10 ici quand vous voulez utiliser la donnée qui est dans data. Et puis, cerise sur le gâteau, on a la multiplication par 7 ici, parce que multiplication par 7 c'est pas facile. Hein. Donc ici on a un petit rappel, 6 x 7, 42. Donc ça on l'a grâce à la compute méthode là que j'ai mis dans result. Donc les compute, on avait vu ça, on en avait parlé un petit peu, hein, ça permet de mettre à jour de retourner des données. Et on l'utilise ici, voilà. Donc ça s'utilise comme une donnée réactive, hein. Vous voyez qu'ici j'ai count qui est donnée réactive et qui affiche 6 actuellement. Et le result,
bah, c'est un petit peu comme une donnée réactive aussi, et ça affiche 42. Sauf que le result, il est créé grâce au compute. Il est ici. C'est une méthode, mais elle est appelée comme une donnée réactive. Donc dans les computes, en fait, vous pouvez retourner des données modifiées, mais vous ne pouvez pas modifier des données. Donc je m'explique, hein, ici je retourne, je prends ma donnée réactive count et je la modifie, enfin en quelque sorte je modifie sa présentation, hein. Je la multiplie par 7, mais par contre je n'aurai pas le droit de faire ceci. Si je mets ça 10 count égale et que je change sa valeur, par exemple je mets 54, ça j'ai pas le droit de le faire, parce que là je suis en train de changer la valeur de la donnée réactive dans un compute, et ça on ne peut pas le faire. Voilà, donc on va pas rentrer dans les détails, hein, mais bref. Donc de toute façon ça on va le modifier pour utiliser un magasin, un store, parce que ici le problème c'est que si je change de page, là je vais sur About, et je reviens sur Home, bah là vous voyez j'ai perdu ma donnée, elle a été réinitialisée à 0. Donc peut-être que bah, c'est ce que je veux, mais peut-être que c'est pas ce que je veux. Et si c'est pas ce que je veux, eh ben, il faut que j'utilise un magasin de données qui va centraliser mes variables. Donc on va aller le créer. Donc ça se crée dans Store. Alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous créez un nouveau, là je vais pas le faire, hein, mais parce que vous l'avez probablement déjà fait, mais quand vous créez un nouveau projet Vue avec Vue CLI, donc typiquement, je peux retourner ici dans la doc, hein, quand vous allez dans, hop, on va quand même le dire. Voilà, en général, quand vous démarrez un nouveau projet, vous tapez cette commande dans un terminal, vous choisissez un nom de projet, et il vous pose des questions. Donc là, vous pouvez dire si vous voulez utiliser Pinia ou pas. Donc là, il faudra répondre yes. Alors si vous n'avez pas répondu yes, c'est pas très grave, hein, vous pouvez l'ajouter aussi par la suite. Il faudra juste faire un npm install Pinia pour qu'il soit dans le package.json comme vous voyez ici. Il faudra modifier un petit peu votre main pour ajouter le import create Pinia à partir de la librairie Pinia. Il faudra ajouter aussi l'utilisation du middleware create Pinia. Et puis en principe c'est tout ce que vous avez à faire. Dans le app.vue, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien qui concerne Pinia. Donc voilà, si jamais vous ne l'avez pas installé, ça vous évitera de refaire un projet tout neuf. Donc là je suis dans mon HomeView. Alors ce que j'ai fait, je vais créer je vais modifier ce HomeView là pour utiliser un store. Donc les stores, on les met dans le dossier store avec un S. Donc ici, bah, il va falloir lui dire qu'on veut utiliser Pinia. Donc ça se passe, voilà. Là, il va falloir importer le define, on va voir s'il me l'auto-complète, define store from Pinia. Voilà. Et maintenant, merci copilote. Donc là, nous avons la première ligne qui va vous permettre de créer votre premier magasin. Alors ici, par défaut, il l'appelle use counter store, mais évidemment, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais dire que c'est un counter. Donc en général, vous mettez le nom de votre fichier ici, puis vous rajoutez store à la fin et use au début. Vous définissez donc, vous utilisez le define store, la méthode qui est offerte là par Pinia. Et là, vous lui donnez un nom unique. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs, même si vous avez plusieurs fichiers, là, il faut que ce counter là, il n'aura pas le droit d'être réutilisé dans d'autres fichiers. Et après, vous allez pouvoir déclarer un state. Donc ça, c'est vos données réactives en fait. C'est ce qu'on utilisait comme les data. Dans notre fichier, on utilisait data. Ben, on va utiliser un state. Ensuite, vous allez pouvoir faire des actions. Voilà. Donc l'action incrément qui va rajouter. Alors le this count, évidemment, ça concerne ce count qui est ici. Et là, vous voyez qu'on le modifie. On rajoute, on l'incrémente. Hein, et puis ici, on va le décrémenter en faisant moins, moins. Voilà. Et après, on va pouvoir ajouter des getters. Et là, typiquement, ben, c'est ici que je vais mettre ce que j'avais mis dans mon compute, donc le multiple 7. Donc si on retourne dans mon fichier HomeView, ici j'avais le result ici. Alors je ne l'ai pas appelé multiple 7, j'ai appelé result, mais c'est la même chose là. Ça permet de retourner la valeur multipliée par 7.
Donc dans le test que j'ai fait précédemment, je l'ai appelé multiple7, donc c'est pour ça qu'il me propose ça ici. Mais encore une fois, vous donnez le nom que vous souhaitez à cette méthode ici. Bon, on va fermer tout ça. Et puis maintenant, il va falloir... voilà, alors les getters, ils prennent le state. Alors ici, on pourrait mettre 10 count, et puis enlever le state ici. Puisque count, bah, quand vous mettez 10 count, automatiquement, ça va chercher la donnée réactive count. Là. Mais une meilleure pratique, c'est d'utiliser le state. Donc en fait, vous passez en paramètre de multiple7 là, tout le state qui est ici, parce que ici, vous pouvez avoir d'autres données. Hein. Vous pourriez avoir, je sais pas moi, un nom par exemple, nom d'une personne, test, vous pourriez avoir plusieurs données ici. Vous pouvez avoir des tableaux, des objets. C'est des données réactives. Hein. Donc ici, vous passez le state, et puis en faisant state.count, bah, ça va chercher cette donnée réactive et on la multiplie par 7. Donc voilà pour le magasin de variables. Et maintenant, bah, on va l'utiliser dans notre HomeView, qui est ici. Voilà, donc là, il va falloir modifier des petites choses. Donc première chose à faire, bah, c'est d'importer notre fichier qu'on a créé ici, là, le store counter. Voilà, on va agrandir un peu. Donc dans mon store counter, qui est ici, j'ai exporté cette constante, la use counter store. Donc comme je veux l'utiliser dans HomeView, ben je l'importe ici. Ensuite, il faut importer, le map state et le map action à partir de la librairie Pinia. Donc ça, vous allez voir comment on va l'utiliser. Donc le map state, c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'état de nos variables. Dans notre fichier, si je retourne dans counter, je vais avoir ici dans le map state, je vais pouvoir récupérer l'état de mes variables. Et le map action va me permettre de récupérer les actions. Alors l'état des variables, le map state, on va le mettre dans le compute en fait. Alors ici, c'est une notation un petit peu particulière. On doit mettre le split operator là, avec map state. Et puis le nom de ce que vous voulez récupérer. Donc ici, vous mettez le nom de votre magasin. Et ici, dans un tableau de données, on va fermer ça, voilà. Vous mettez les choses que vous voulez récupérer. Alors ici, je veux récupérer ma donnée réactive count, qui est donc dans mon magasin ici. Et les getters vont se récupérer ici aussi, là. Donc moi ici, je l'avais appelé multiple7. Bon, j'aurais peut-être pu l'appeler result, mais bon, on va changer. On va mettre multiple7 ici. Donc je veux récupérer ces deux choses. Et donc, automatiquement, ces données vont être des données réactives en fait. Le count, il va remplacer le count qui est ici. Lui, je vais pouvoir l'enlever. Ça va utiliser celui-ci qui provient de mon magasin maintenant. Et pareil pour le multiple7, il faut que je remplace ici le result par multiple7. Et si je vais voir, on voit que ça plante évidemment, parce que j'ai pas encore fini. Donc je vais quand même regarder où ça plante. Hop. Bon, mais là c'est l'autocomplétion qui nous joue des tours, hein. Il avait mis deux accolades. Donc voyons voir si c'est mieux maintenant. Voilà. Donc là, bon, on voit que les boutons ne fonctionnent pas pour le moment. Ok, donc le count, il vous dit qu'il est read only. Donc ça, c'est embêtant, ça veut dire qu'on ne peut que le lire, on ne peut pas le modifier. Alors si vous voulez modifier une donnée, il va falloir ajouter ici, à la place de map state, on va utiliser le write map writable state. Donc je vais essayer de le remplacer par map state. Donc ça c'est la même chose que map state, mais comme son nom l'indique, hein, on va pouvoir écrire en principe dedans. Voilà, donc là j'ai plus d'erreur, ça fonctionne. Youpi. Alors là j'ai pas tout fait parce que là j'utilise toujours mes méthodes increment et decrement qui sont dans méthode. Donc on pourrait le laisser comme ça, mais on pourrait aussi utiliser les méthodes qui sont dans le magasin de variables. Donc pour cela, il faut utiliser le map action qui est ici. Et pareil, dans méthode, on va enlever tout ça. Et de la même façon, on va faire un map action. On va lui dire qu'on utilise notre
notre store counter. Et ici, dans un tableau, on va lui passer les données, les méthodes que l'on veut utiliser. Donc automatiquement, maintenant, j'ai rien à modifier dans mon code. Ici, hein, ici il va avoir incrément. Bah, il va aller chercher la méthode increment qui est dans mon magasin de variables, dans mon store. Donc là, si je recharge pour le fun, voilà, donc on voit que ça continue à fonctionner. Et si je vais sur About et que je reviens sur Home, ben là on voit qu'il a retenu où j'en suis dans mes données. Donc c'est pas mal pratique. Et puis vous pouvez voir votre magasin Pinia dont vous avez probablement installé l'extension vue dans Firefox. Hein. Et ici, vous allez pouvoir voir en fait l'état de vos variables. Donc dès que vous changez quelque chose, vous voyez l'état de vos variables qui évolue. Et vous pouvez même le modifier ici, vos variables. En principe, si on clique là-dessus, hop. Voilà, donc pour faire des tests, ça peut être sympa aussi. Donc on voit le state, on voit les getters. Et le counter ici, bon là c'est la même chose. Là, mais après ici, bah, si vous avez plusieurs magasins, vous allez pouvoir voir l'état de vos variables pour chaque magasin. Donc maintenant, pour vous montrer aussi le fonctionnement un petit peu, j'ai préparé en fait un deuxième fichier que j'ai appelé HomeView2, où il y a en fait la même chose que je viens de vous montrer. C'est exactement le même code, sauf que là j'ai rajouté un titre HomeView2, et j'ai mis ça sur le lien Home2. Et vous voyez que quand je vis sur Home2, comme ça utilise les données qui sont dans le magasin Pignal, eh bien j'ai exactement les mêmes données. Si je modifie les données ici et que je retourne dans un autre component Home, ben, j'ai les mêmes données. Voilà, donc vous avez l'état des variables ici qui est partagé. Donc c'est vraiment très pratique, et puis ben, c'est pas trop compliqué à mettre en place. Alors là on a vu qu'une petite partie, évidemment, si vous regardez la documentation, il y a plein de choses vachement plus compliquées. Mais dans un premier temps, là, vous allez pouvoir utiliser ça. Alors maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir faire des... Bon, ça c'est mon routeur, c'est pas très intéressant. Ici, ça va être de faire un store pour les utilisateurs, par exemple, pour aller faire des fetch sur une API distante, alors que ce soit les utilisateurs ou aller chercher des boycotts. Donc vos fetch, en fait, on va les faire dans les actions. Donc on va faire un petit test, je vais rajouter un petit store que je vais appeler par exemple user. Ah, mince, j'ai mis une virgule à la place d'un point. Voilà. Donc ici, même chose que dans l'autre store, on va importer. Donc bon, je vais copier-coller tout ça pour aller un petit peu plus vite là. Hop, et puis on va modifier. Donc ici à la place de counter, ce sera user. Ici on va mettre user. Et puis là on pourrait aller chercher un user qui serait par exemple un objet ou un tableau, ça va dépendre de ce que vous renvoie votre API. Donc maintenant, alors il faudra que je démarre une API, je vais faire ça après. Dans les actions ici, il devrait me l'auto-compléter. On va pouvoir avoir une action. Alors le set user, ça va être pour enregistrer un user. Je vais plutôt faire un get user pour aller chercher un utilisateur. Pour vous montrer un fetch simple. Alors ici, il n'a pas l'air de nous faire un fetch. Hop, on va enlever tout ça. Un get user. Donc là, on va faire un fetch vers notre API. Bon, on va imaginer qu'on va... Alors ça peut être l'API Node.js. Là, je vais utiliser le JSON placeholder qui propose là pour aller chercher des utilisateurs. Et puis, on devrait avoir un Zen réponse JSON. Là, on va renvoyer la réponse. Et puis après, il devrait faire un catch, mais là, il l'a pas fait. Et puis, on n'a pas de getter pour le moment, on n'en a pas besoin, donc on s'arrête aux actions. Alors ici, une bonne pratique, c'est de rajouter un catch si jamais il y a eu des erreurs. On va consoler les erreurs dans le console log. Ça me paraît correct, là, et on lui retourne le JSON qui rattrape ici. Alors ici, il nous met, voilà, donc tout le JSON qu'il va récupérer, il le met dans this user, qui est notre donnée réactive ici. Donc maintenant, cette donnée, on va pouvoir l'utiliser. Alors je vais utiliser la même vue HomeView, par exemple ici, sur laquelle nous étions. Donc là, il va falloir que je rajoute le user store qui provient de user. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser
Alors ici, j'ai pas besoin d'utiliser un writable state à la limite parce que je vais juste récupérer les données. Donc je vais utiliser un map state. Voilà. Je vais utiliser le user store et je vais récupérer la donnée réactive user. Donc maintenant mes users, je pourrais les afficher quelque part en fait. Bon, en général on met ça dans la navbar, hein, ou, le nom de l'utilisateur par exemple. Donc ici je pourrais faire, bon, on va directement le mettre ici. Et puis je retourne sur Home. Et on voit que nous n'avons rien du tout. Alors oui, la chose c'est que j'ai pas rechargé ma page. Parce que quand vous utilisez Vue, quand vous modifiez des components, ils rechargent automatiquement. Par contre, quand vous modifiez des magasins, il faut faire un rafraîchissement manuel ici. Il n'est pas capable de le faire tout seul. Donc là je rafraîchis manuellement. Alors je vois que j'ai un tableau vide pour user. Effectivement ici j'ai un tableau vide. Alors il faudrait que j'aille voir ça, si ça fonctionne là, json-tpcode.com user, on va aller mettre ça dans un navigateur, on voit qu'on a des données. Ah, on a plein de données, on n'a pas qu'un seul utilisateur. J'avais oublié que... Ouais, donc on va prendre un utilisateur. On va faire /0. Oups. Voilà. Parce que sinon l'affichage est un peu différent. Donc là, on va aller voir ce que ça donne l'URL /0. Ça ne fonctionne pas. Il faut mettre 1. Ok, donc il prend l'ID, ouais. Toc. Donc si je mets 1, qu'est-ce que ça nous donne ici? Alors je recharge la page. Et je vois que j'ai toujours rien. Donc on va devoir mettre des console log quelque part. Diffuser. Ok, donc c'est normal que j'ai rien puisque je n'appelle nulle part la méthode l'action getUser. Donc forcément, il faudrait que quelque part ici dans mon code, je l'appelle pour qu'elle se mette en route. Donc, alors je pourrais l'appeler en cliquant sur un bouton, je pourrais aussi l'appeler directement en faisant un created ici. Donc comme ça, je vais l'appeler au moment où le component est créé. Donc là, je vais utiliser, on va supprimer ça, pas, voilà. Là, on va utiliser le map action, on va utiliser le use user store, et on va lui dire qu'on va utiliser la méthode getUser, puis, oui, je m'y prends mal, il faut que je mette le map action là dans les méthodes, et dans mon created, je vais faire un this getUser, et là, voilà. Ok, donc là on voit les informations qui s'affichent. Donc elles vont se mettre à jour. Dès que vous rappelez en fait le this getUser, ici ça va se mettre à jour automatiquement. Alors là j'ai dû mettre en pause pour charger l'ordi. Donc me voilà de retour. On va faire un petit formulaire ici. Alors je me suis mis dans la page About. Et puis on va s'amuser à faire un petit formulaire de login pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on va mettre un form login. On va demander à Copilote de nous faire ça. Voilà. Donc on a une méthode qui va être appelée, qui s'appelle login quand on va soumettre le formulaire. Donc un username, un password. On voit qu'on a des vmodèles, etc. Donc tout va bien. Ici, on va mettre notre petit script. Alors, il va falloir commencer par importer notre user store de Pinia. On va avoir besoin des maps, alors là, des map action, ouais. Alors les données réactives, là, on n'en a pas besoin. Si, parce que là, on a le vmodel, ouais. Donc on va avoir username, password en données réactives. Génial, il a tout fait. Et puis, dans les méthodes, on va utiliser le map action login. Alors on va voir comment on va passer des infos là-dedans. Parce que login, ouais, ça va pas aller. Parce que là, faut que j'appelle la méthode login ici. Donc là, je vais me créer une méthode login qui va prendre en paramètre rien du tout et qui va envoyer, voilà. Et ça, on va l'appeler login user. Ok, bon, je suis allé un peu vite, hein, mais vous mettrez sur ralenti. Donc j'appelle la méthode login quand je clique, quand je valide mon formulaire en fait. J'appelle la méthode login.
Et cette méthode login, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler this login user, qui est une méthode, qui est une action en fait, qui sera dans mon store que j'ai pas encore créé, mais que je vais créer. Puis je vais lui passer un objet avec le username et le mot de passe. On peut mettre sur plusieurs lignes hein, pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc le formulaire est fini, évidemment il ne fonctionne pas. Il va falloir aller dans le store user, et puis ici donc on va créer une méthode de login user. Donc il va prendre en paramètre le... Alors je lui passe un objet là. Ouais. Donc là on lui passe carrément un objet avec deux clés là. Donc on va récupérer l'objet l'objet user. Et puis là on va faire un fetch. Alors je ne veux pas faire un this user évidemment. Hein. Je veux d'abord poster mon formulaire. Donc on va faire un fetch sur l'API de JSON placeholder. Il est possible de faire des posts aussi. Alors évidemment ça va rien écrire sur l'API. Mais ça va nous renvoyer une réponse avec les données qu'on lui a envoyées. Donc là on va lui passer la méthode post. Et puis on va lui passer notre body user. On va voir si ça fonctionne en lui mettant un body user comme ça. Bon, après les headers, on va les laisser par défaut au cas où, on sait jamais, peut-être qu'il en a besoin. Ça dépend de votre API là. Et puis, donc ça c'est bon, on ferme l'objet, on ferme le fetch ici. Et maintenant on va récupérer la réponse. Parce que quand on va poster quelque chose sur cette URL, il va nous renvoyer en fait les infos qu'on a postées comme s'il avait créé un utilisateur. Et puis l'utilisateur qu'il a créé, donc on va le mettre dans notre donnée réactive user. Et puis après, bon, on peut faire un catch si jamais il y a un souci. Et voilà. Bon, on va voir, je suis pas sûr qu'il accepte l'objet user là. On va voir si ça fonctionne. Alors là, on n'oublie pas de recharger la page parce qu'on a modifié le store. Donc ce n'est pas automatique. Là, je vais supprimer dans réseau. On va agrandir un peu. Donc j'envoie des infos. Donc apparemment les infos se sont postées. Génial. Et puis là, ben, il m'a renvoyé donc dans la réponse de ce post là, sur la route users, il m'a renvoyé ce que je lui ai envoyé en fait. L'objet, il y a même un ID aussi. Alors il n'a pas écrit en vrai évidemment, mais si maintenant je vais dans Home, je vais pouvoir récupérer les données. Alors ici ça fonctionne pas parce que dans Home View, je lui dis que dès que le component se crée, je lui demande d'aller chercher l'utilisateur. Donc évidemment, il va chercher l'utilisateur que je lui avais demandé d'aller chercher ici, là, le /1, l'utilisateur avec l'ID 1. Donc il ne faudrait pas que je lui dise ça. À la création, en fait, je lui dis rien du tout. Il n'a pas besoin d'aller chercher l'utilisateur. Parce qu'il va l'avoir dans le store, en fait, dans les données réactives. Donc on va recommencer, on va aller dans le bot, on va passer des infos. Donc là, je fais login, je reçois une réponse ici. Et quand je vais dans Home, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc on va aller vérifier. Ok, donc là je mets bien, j'ai bien ma donnée qui est un tableau user. Là je récupère mon user et je mets le JSON dedans. Ouais. Alors dans la console, peut-être que je vais avoir un petit... Oh, il n'y a rien dans la console. Bizarre. Alors le vue, l'extension fonctionne pas toujours super bien. Des fois il faut recharger la page. Voilà. Donc si j'envoie un user, je vois que j'ai bien... Ok, j'ai un objet dans user. Ouais. Bon, ça c'est pas génial. Ok, donc là maintenant je suis allé dans Home et je vois, bon, il a mis sous forme d'objet, là c'est pas très grave, mais sinon il faudrait lui envoyer ici sous forme de... Il faudrait lui mettre par exemple un objet username de point... Donc je prends le username qui est dans mon objet user que je lui ai passé ici, là. Et là le password, même chose. Donc en lui passant des clés valeurs, il va me renvoyer aussi des clés valeurs. Bon ça dépend de votre API, hein, mais elle, c'est comme ça qu'elle est faite. Je recharge, about, toc. Ok, donc là j'ai l'ID, le password et le username.
qui sont au même niveau, et quand je vais là, je vois que j'ai mes infos, la username, password, donc ça c'est pas mal. Donc ça évidemment, ça serait quelque chose peut-être à prendre, juste le username peut-être, et puis l'afficher, alors c'est dans quelle vue? Dans oui, l'afficher dans la navbar. Ici vous pourriez mettre username, pour avoir que le nom. Voilà le nom. Donc c'est ça. Et puis on pourrait en profiter, savoir si on est connecté. Vous pouvez vous dire que si vous avez quelque chose dans user, ça veut dire que l'utilisateur est connecté. Mais vous, typiquement, vous allez recevoir un token, le JWT, là, donc ici, vous allez pouvoir aussi l'enregistrer, votre token. Token, bon là il est nul par défaut, mais quand vous allez le recevoir de votre réponse, votre réponse ici, quand vous allez faire un login, vous allez recevoir le token. Donc vous pouvez recevoir juste le token, ou vous pouvez recevoir un user et un token. Donc ça sera à vous de gérer, hein. Vous mettez ici des 10. Alors ici c'est la version courte qui a été faite, hein, mais vous pouvez faire la version longue comme ceci. Donc si par exemple votre réponse JSON, là vous avez un user, et puis peut-être que votre réponse elle vous a aussi envoyé un token. Sait-on jamais. Voilà. Donc là on mettrait ça dans les données réactives. Et le token serait que même si vous changez de page, en fait, hein, vous avez toujours ces infos là dans le magasin Pigna. Le seul problème, c'est quand vous rechargez la page, là vous perdez des infos. Donc là je suis dans la page d'accueil, si je recharge, le magasin se réinitialise et je n'ai plus rien dedans. Donc le token, il va falloir le mettre dans le local storage, si vous voulez pouvoir le conserver et le récupérer lors d'un rafraîchissement de page. Donc là on pourrait mettre un local storage set item. Voilà, donc là vous mettez le token, alors vous pouvez mettre le user aussi, hein, si vous voulez. Là. Le 10 ou user, JSON token, ouais, bon, ça revient au même là. Hop. User. Comme ça, quand je me connecte, toc toc toc, toc toc toc, je me connecte, et vous pouvez vérifier votre local storage dans stockage ici, ça vous en avez sûrement déjà entendu parler, je sais pas, je vous fais un petit rappel au cas où. Quand vous allez dans stockage local, eh bien on voit qu'il n'y a rien, parce que j'ai pas rechargé la page peut-être. On va retenter. Ok, ouais, ça s'affiche en dessous. Parce que j'ai un petit écran. Donc vous avez le token et le user. Alors évidemment dans le token il n'y a rien puisqu'il ne me renvoie pas de token. Par contre dans user il devrait y avoir un truc. Alors ici il a mis un define parce que user c'est un tableau. Et il ne peut pas écrire de tableau dans le local storage. Il faut faire un JSON stringify. Hop. Et là après vous lui passez. Parce qu'il faut qu'il vous le transforme en JSON. Donc que ça soit une chaîne de caractères et non pas un format tableau. Sinon, c'est ça, ça fonctionne pas, quoi. Donc on recharge, on renvoie, on vérifie le local storage, on a toujours un define. J'ai enregistré, ouais. Ok, ouais, c'est que je vais un peu vite. C'est que là j'ai mis un JSON point, parce que l'API JSON placeholder, elle me renvoie un objet JSON, mais dans cet objet-là, enfin que j'ai appelé JSON, il n'y a pas de point token ou de point user. Ça c'est moi qui ai imaginé que l'API elle renvoie ça. Donc juste pour tester, on va dire que thisUser égale JSON. Et là on va juste mettre JSON. Parce que l'API me renvoie un tableau en fait. Moi je l'ai appelé JSON, hein. Peut-être j'aurais dû l'appeler résultat, la result, mais bon. Donc c'est ça, elle me renvoie un objet où il y a l'utilisateur dedans, mais il n'y a pas point token ou point user, quoi. Il y a point username, il y a point... Attends, on va retester, voir ce qu'il y a dedans. Il faut que je recharge. Hop, hop, stockage local. Voilà, donc il y a point username et point password et il y a point ID. Donc ça, on le stringifie pour qu'il soit enregistrable dans le local storage. Et quand vous allez vouloir le récupérer, il faudra penser à utiliser le parse, JSON parse, pour l'avoir sous forme d'objet. Et puis imaginons que
Alors dans le token, je vais mettre l'ID pour faire un test. Juste pour que j'ai une donnée dans le local, le local storage ici, là. On va se reconnecter. Hop. Donc là j'ai 11. Donc mon token ce serait 11 par exemple. Alors si je recharge la page, bah, j'ai toujours 11 dans mon local storage. Par contre, si je vais sur ma page ici, bah, j'ai toujours rien en fait. Il n'a pas récupéré les infos. Vous voyez, quand je recharge ma page, je recharge, le user il s'est réinitialisé. Donc le local storage existe toujours. Il est toujours là avec un token, un utilisateur. Et quand je recharge la page, ben, il va falloir que, si je veux récupérer ça, ici par exemple, il va falloir que je lui dise d'aller récupérer les infos dans le local storage. Au lieu de l'initialiser à nul, je vais lui dire bah, va chercher le token dans le local storage s'il y en a un, bah, sinon tu le mets à nul. Donc voilà comment on peut s'en sortir pour le... Voilà. Vous voyez ici j'ai rechargé ma page et mon token est bien à 11. Alors quand vous testez, supprimez toujours votre token, faites un test. Parce que quand le token existe, bah, tout va bien, mais la première fois que les utilisateurs font utiliser votre application, les tokens là, ils seront nuls. Il y aura rien dedans. Parce que ouais, ça c'est supprimé. Je vais supprimer le user aussi. Voilà, la première fois que les gens viennent sur votre application, le local storage est vide. Donc vous rechargez la page et vous testez aussi voir si ça plante pas. S'il n'y a pas d'erreur ici. Et si là dans le magasin vue, vous avez bien le token à nul. Donc le token est bien à nul. Et puis après tout va bien. On se connecte, le token est égal à 11. Bon, évidemment, c'est pas un vrai exemple, hein, vous allez adapter comme d'habitude, mais bon, j'espère que ça vous donnera un petit peu de contexte pour faire une super application de boycott. Voilà, donc à la prochaine.